Bonjour Marc Goudjanou. Oui, bonjour Carole Alaye, bonjour à tous les amis téléspectateurs et auditeurs. Bonjour Laurent. Bonjour Marc Goudjanou. Bonjour Laurent. Bonjour Carole Alaye, amis téléspectateurs, internautes, auditeurs de la 102.3 FM. Bonjour. Bienvenue. Merci. Pourquoi bienvenue ce Nous matin? démarrons cette analyse ce matin avec l'élection générale, les élections générales de 2026. Voici comment changer ou consulter son bureau de vote. On en parle sur ce plateau. Marc Goudjanou. Oui, il faut dire que de façon progressive, lorsqu'on tend vers les élections générales, bon, on ne parle pas d'élections générales, diront certains, lorsqu'on tend vers les élections de 2026, c'est d'autant plus normal qu'on voit avec combien d'entrain toutes les institutions, tous les services qui sont habilités quand même à faciliter ces élections s'activent de part et d'autre afin de pouvoir permettre quand même aux citoyens d'avoir accès libre au bureau de vote, d'avoir les documents dont ils auront besoin pour aller voter. Et donc, je pense que c'est dans cette même dynamique que la NIP a décidé de pouvoir quand même informer les citoyens, mettre à leur service cette opportunité de pouvoir changer de bureau de vote à un moment donné, lorsque vous sentez que vous n'êtes plus dans le même, dans le même domicile, dans la même localité. Et donc, vous avez cette possibilité via l'application qui vous permet quand même de modifier votre bureau de vote. Et ce qui est louable dans la mise à disposition de cette application, c'est que vous soyez détenteur d'un portable Android ou bien d'un iPhone, d'accord, donc vous aurez la possibilité de pouvoir télécharger cette application et de pouvoir l'utiliser. Et l'autre chose que j'ai beaucoup aimé dans cette réforme, c'est que il y a possibilité également pour ceux qui n'ont pas la connexion, parce qu'il faut reconnaître que parfois toutes les zones ne sont pas totalement couvertes en matière de connectivité, alors que l'on parle d'élections sur toute l'étendue du territoire national. Donc pour ceux-là qui seront dans des zones qui auront difficilement accès à l'Internet ou bien qui n'ont pas totalement des portables de nouvelle génération pour pouvoir quand même aller, ou bien qui n'ont pas connaissance de la manipulation de ces outils-là, c'est qu'ils ont la possibilité d'utiliser par exemple des codes, je pense qu'on parle de code USSD ou quelque chose du genre, c'est-à-dire les codes qu'on tape généralement sur les mini-portables afin de consulter nos crédits. Il y a un code qui est mis à disposition également pour pouvoir permettre à ces citoyens-là de pouvoir modifier leur bureau de vote. Et puis ceux de la diaspora également ont été pris en compte dans cette réforme-là. Parce qu'il se peut encore que même au niveau de nos citoyens qui sont au Bénin, il y a certains qui ont des activités qui les amènent à se déplacer fréquemment. Et dans ce cas de figure, lorsque vous n'avez pas cette possibilité de le faire, c'est que vous avez des difficultés à aller voter le jour des élections. Et donc, il y a également cette facilité où, au niveau de l'application, sauf erreur de ma part, c'est que vous avez la possibilité de mettre 2 résidences, 2 domiciles de votre choix. Et donc, si vous arrivez à mettre 2 domiciles de votre choix, c'est que si vous n'êtes pas, si c'est pour un polygame, si vous n'êtes pas à Parakou, c'est que vous serez chez votre femme à Cotonou, et donc l'un dans l'autre, vous allez choisir au moment opportun, là où il va falloir voter. Donc, ce sera un choix. Et donc, c'est une bonne réforme parce que, mis à part le fait que les citoyens n'ont plus ce même engouement, ou bien cette même facilité, ou bien cette même joie à aller aux élections. Et on l'a constaté lors des élections précédentes que le taux de participation était très faible par rapport à un passé. Et donc, aujourd'hui, en mettant ces outils à disposition, peut-être ça va faciliter un peu les choses au niveau des citoyens, mis à part l'aspect où il faut quand même permettre à tout le monde, à tous les partis politiques, de pouvoir quand même aller, à tous les candidats qui sont au niveau de ces partis, de pouvoir aller plus facilement à ces élections-là et ne pas mettre des bourreaux d'étranglement
qui vont amener peut-être ces citoyens, même si ces dispositions sont mises en place, par exemple, même si ces outils sont mis en place, que ça ne soit pas également, que les populations n'aient pas également un autre frein qui est lié alors au climat politique, d'accord, qui amène généralement la plupart des citoyens à ne pas trop se sentir engagés dans les différentes élections. Et donc, pris ainsi, je pense que c'est une bonne réforme. Ça va améliorer beaucoup de choses. Ça monte également le niveau d'évolution de la digitalisation au Bénin, où tous les services, au niveau de la SEDA, j'espère qu'il y a beaucoup d'autres choses qui seront faites également. Lorsqu'on parle, par exemple, du retrait, par exemple, des fiches de parrainage ou bien d'autres éléments que la Sénat va mettre à disposition des candidats, pourquoi ne pas également mettre certaines informations en ligne pour pouvoir permettre quand même à certains candidats de pouvoir remplir un certain nombre d'informations avant de pouvoir... Je vous donne juste un exemple. Il y a la plateforme e-candidature. Exactement, en fait, donc ils peuvent déjà aller tirer leurs fiches afin de pouvoir mettre les signatures qu'il faut, tout ce qu'il faut quand même avant d'aller pouvoir déposer. Donc il faut dire, le Bénin est en train d'apporter beaucoup plus de nouveautés dans le système électoral et c'est bien. Roland Tonei, qu'est-ce que pensez-vous concrètement de cette digitalisation du processus électoral au Bénin? Je crois que, sauf erreur de ma part, pour les élections de 2023 ou 2021, il y avait déjà la possibilité de modifier son centre de vote en ligne. Il a fait un certain nombre de modifications, évidemment. Et il faut avouer que oui, cette fois-ci, tel que ça a été fait, je crois que sur la plateforme, il faut aller sur la plateforme service-client@anip.bj et donc ça vous permet de continuer. Ou alors, si vous avez bien évidemment un smartphone, un téléphone simple, je crois, jusque pour le dit TRT, vous pouvez taper le code étoile 151 et dièse. Oui, bon, Go, il n'y en a plus. Donc, étoile 151. Bon, je peux, les portables à touche, tout oui, simplement. à touche analogique, si vous voulez. Donc, étoile 151 dièse et vous lancez. Quand vous lancez, automatiquement, ça vous sort service ANIP, modifier mon numéro, retrouver mon NPI, mes données, mon centre de vote, changer mon centre de vote. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, je crois que oui, c'est un salut parce que pour les élections 2021-2023, on a vu la polémique où des gens ont trouvé, sont peut-être à Godomé et leurs noms se sont affichés, en tout cas à Abomey ou je sais quoi, à des kilomètres de leur résidence. Et la raison évoquée par ces citoyens pour ne pas aller voter, bien évidemment. Aujourd'hui, on donne la possibilité à tout le monde d'aller vérifier déjà en ligne son centre de vote, de vérifier si son nom est sur la liste électorale. Et ça vous permet en même temps de faire les modifications, de faire les réclamations. Je crois que c'est très important. Mais je crois que la première chose qu'il faut déjà encourager les citoyens à faire, c'est d'aller chercher leur CPI, leur NPI. Pourquoi? Parce que c'est le CPI qui vous permet de voter aujourd'hui. Et donc, si vous n'allez pas chercher votre CPI, et que, CIP, pardon, CIP, voilà, CIP, et que vous avez votre numéro personnel d'identification, ce n'est pas possible d'aller voter à proprement parler. C'est vrai qu'un communiqué était sorti où on disait que les gens pouvaient aller voter, c'était à polémique. Mais si les citoyens pouvaient facilement avoir accès à leur CIP, avoir leur numéro personnel d'identification, je crois formellement que ça va favoriser. Puisque déjà, même sur la plateforme, quand vous allez là-bas, on vous demande de mettre votre numéro personnel d'identification. Donc, les gens ont beau avoir des smartphones, des téléphones pour taper l'étoile 151 dièse et lancer, ils ont beau aller sur l'application évidemment pour vérifier un certain nombre de choses, mais s'ils n'ont pas leur numéro personnel d'identification, c'est à l'eau, ça ne leur apportera aucune solution. Donc je crois que le premier défi à mon avis, pour l'ANIP, pour la Sénat et pour les partis politiques notamment, parce que la Sénat n'a pas besoin d'électeurs, en fait, à proprement parler. L'ANIP n'en a, son problème c'est l'état civil. Donc ceux qui ont besoin des électeurs, c'est les partis politiques. Et il leur revient maintenant de monter au créneau, de sensibiliser les citoyens pour leur dire d'aller chercher leur CIP, de pouvoir être en possession de leur numéro personnel d'identification. Et après ça, d'aller sur l'application ou d'aller taper le 351 dièse et d'aller vérifier leur centre de vote. Et si éventuellement il y a des choses à faire, à modifier, parce que oui, entre-temps, vous aviez voté à Godomé, vous étiez à Godomé entre-temps, mais par la suite des choses, vous avez déménagé, vous êtes à Kassato aujourd'hui. Il se fait que votre centre de vote, puisque vous étiez à Godomé, c'est à Godomé, vous n'avez même pas l'information, vous n'allez pas vérifier. Et le jour des élections, vous pointez pour dire que vous voulez voter. On vous dit votre nom n'est pas là. Donc ça amène des polémiques. On dit oui, voilà. Et parfois, c'est un sujet de polémique, notamment pour les courants de l'opposition,
parce qu'ils estiment que c'était faire des signes. Depuis la nuit des temps, ça a toujours été comme ça. Dès lors qu'un citoyen, par mégarde, par inattention n'arrive pas à aller vérifier son nom sur la liste électorale pour se convaincre de ce que là où il est, son nom est là pour aller voter. Au lieu d'aller vérifier, de modifier à temps, il ne le fait pas. Le jour des élections, on dit voilà, c'est parce que nos militants, ils savent que c'est notre militant, c'est pourquoi son nom ça ne figure pas là, on l'a envoyé à Kassato ou à Zinvier pour voter, qu'est-ce qu'il va faire? Et puis le jour là, on sait qu'il sera découragé d'aller voter. Donc, je crois que c'est le premier défi, c'est pour les partis politiques. S'ils ne font pas leur travail après, je crois qu'ils ne viendront pas plancher sur l'air renversé. Et après, que les citoyens aussi comprennent que voter, c'est un devoir citoyen qu'il faut accomplir, au-delà de tout. Parce que si vous ne votez pas, que vous restez chez vous et que vous dites que c'est déjà plié, c'est que les gens voteront à votre place et après vous subissez. Et je crois qu'il vaut mieux contribuer à ne pas subir plutôt que de rester tranquille chez soi pour dire je ne veux pas aller voter, ne pas aller chercher son CIP, numéro personnel d'identification et dire après qu'ils ont tout fait derrière nous, et c'est eux, non, c'est pas ça. Il revient à chacun de prendre ses responsabilités. Mais il y a des gens qui n'ont pas de téléphone portable. Oui, il y a des gens Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Il y a d'abord, et puis l'autre chose aussi, parce qu'il y a ceux qui ont des portables Android, il y a ceux qui ont des téléphones à touche qui peuvent également bénéficier de ces services, et ceux qui ne détiennent pas du tout de téléphone portable. Oui, le défi aussi c'est à ce niveau, parce que j'ai pu lire aussi que si vous voulez faire les modifications, il faut se convaincre de ce que le numéro que vous aviez donné au moment où vous aviez fait l'enregistrement du RAPIP, que le numéro soit en votre possession, en service et en votre possession. Déjà, à ce niveau, il y a un problème. Je pense que s'il y a quelque chose à faire, si l'ANIM peut modifier cette particularité-là, faire en sorte que véritablement les citoyens qui n'ont pas de téléphone, bien qui entre-temps ont perdu ce numéro-là et qui n'ont plus ce numéro en possession, puissent avoir la possibilité de consulter par le biais d'autres personnes, ça va être bien. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, pour les services de l'ANIM, si vous voulez faire une modification ou une réclamation et qu'on vous lance là-bas et que vous n'avez pas le numéro, c'est que c'est à l'eau. C'est alors l'une des insuffisances il faut véritablement, de ces services. Oui, et je crois que vous faites bien de poser la question et je crois qu'il faut que les responsables de l'ANIM comprennent que oui, aujourd'hui, il y a des gens qui ont acheté des SIM à l'époque, 100 pièces, ou bien c'est d'autres qui lui ont acheté les SIM. Et quand est arrivé la période d'enregistrement, et puis la mise à jour avec le 01, ils ont la SIM actuelle. Oui, non seulement ça, certains ont perdu le SIM qu'ils avaient. Parce que c'est peut-être, je suppose, à l'époque, c'est Mac qui m'avait dit, voilà, 4, Mac n'est plus là, Mac est peut-être en voyage hors du territoire. Je n'ai plus la possibilité d'enregistrer. Et puis après, je ne voulais pas aller me faire... Parce que chaque fois que je vais là-bas, on me dit... Il faut une procuration et voilà, tout, des histoires. Donc des gens ont laissé tomber, beaucoup de personnes ont laissé tomber leur numéro par cette situation. Donc j'estime qu'il faut revoir peut-être cette possibilité-là pour les citoyens qui n'ont plus les anciens numéros. Dès lors qu'on vérifie et qu'on sait que c'est la même personne, comment on peut faire pour l'aider? Alors, Marc Goudiano, comment renforcer la confiance des citoyens dans le système électoral grâce aux outils d'identification de l'ANIP? Alors, le renforcement de la confiance avec les citoyens, ça passe également déjà par un certain nombre de clarifications ou bien de clairvoyance au niveau des données qui sont au niveau de l'ANIP, de pouvoir rendre accessibles ces données à ces citoyens-là et faciliter également l'utilisation. Lorsque vous parlez de ceux qui n'ont pas, par exemple, de téléphone portable, c'est sûr qu'il faut comprendre que ce serait utile pour eux, mis à part le fait que vous ne détenez plus la carte SIM qui ne vous appartenait, qui n'était pas en votre nom à cause des mises à jour, par exemple, c'est que le mieux, c'est d'aller prendre une autre SIM carrément en votre nom. Et vous allez au service de l'ANIM pour faire votre mise à jour. Lorsque vous faites la mise à jour, c'est qu'on vous change le numéro initial que vous avez déjà au niveau de leur base de données et ils enregistrent votre nouveau numéro. Et donc, ça vous permet quand même de pouvoir avoir un numéro que vous pourrez, sur lequel vous pourrez recevoir les notifications de l'ANIP lorsque vous allez décider, par exemple, de modifier un certain nombre de données. Et donc, il faut dire aujourd'hui, il y a un peu plus de transparence, je dirais, parce que lorsque vous prenez les données de l'ANIP en ce qui concerne chaque citoyen, par exemple, vous avez cette liberté de pouvoir consulter toutes les données, de pouvoir voir s'il y a des erreurs qui sont faites, de pouvoir faire les corrections qu'il faut. L'autre chose est que avant, lorsque tu t'inscris à un bureau de vote
à un endroit. Et que lors des élections, on décide de pouvoir faire afficher les listes, et que tu vas vérifier par exemple, c'est qu'il se trouve peut-être que ton nom ne se retrouve pas totalement là. Et parfois, tu ne sais même pas là où tu dois aller voter. Il y a ces problèmes qui ont fait que parfois, les citoyens, en ayant même cette volonté de pouvoir aller voter, se retrouvent limités. Et certains se disent, bon, j'ai d'autres choses à faire, hein, je ne vais pas prendre toute ma journée à pouvoir parcourir de bureau de vote sans pour autant retrouver mon nom. Et bon, donc je vais aller me reposer. Et il revient également aux partis politiques, qui sont les vrais acteurs, par exemple, du jeu électoral, de pouvoir faire ce que nous nous efforçons de pouvoir faire ce matin, de sensibiliser leurs militants à la base, de pouvoir leur donner les informations basiques en ce qui concerne, par exemple, le système de mise à jour au niveau de l'ANIP, le système de changement de bureau de vote, tout le système, tout ce qui rentre en compte des élections, de pouvoir le faire pour qu'à un moment donné, tout le monde puisse être au même niveau d'information. Et il arrive, je reviens également à votre question, où il arrive que certains citoyens n'ont pas du tout de portable, n'ont pas de numéro, et parfois c'est le numéro d'un proche, maman, un papa qu'ils utilisent par exemple, de pouvoir également les sensibiliser qu'à un moment donné, d'être sûr que cette personne est toujours détentrice peut-être de cette carte SIM-là, ou bien peut-être que cette personne n'est pas allée prendre la pièce de quelqu'un d'autre pour pouvoir prendre la SIM et que cette SIM ne fonctionne plus. Et donc, il y a un véritable travail de sensibilisation qui doit être fait au niveau de tous les acteurs politiques, au niveau également de la société civile également, et au niveau des acteurs de l'ANIP. Donc, chacun doit quand même jouer son rôle afin que toute la population soit au même niveau d'information et que également tout le monde se sente intéressé par le jeu électoral et également au niveau de toutes les institutions qui rentrent dans la dynamique aujourd'hui de pouvoir organiser des élections, de pouvoir donner les résultats des élections, de pouvoir jouer chacun leur rôle à divers niveaux pour pouvoir quand même montrer cette transparence-là qui doit caractériser les élections à chaque moment. Et donc, cela fait, ça va intéresser la plupart des Béninois qui vont dire, ah, cette fois-ci, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être corrigées, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites, et donc, je sens que lorsque j'irai voter, je suis sûr que celui pour qui j'irai voter là, c'est pour celui-là qu'on va compter ma voix et que ça n'ira pas vers quelqu'un d'autre. La même question pour vous, Roland, comment renforcer la confiance des citoyens? Alors, renforcer la confiance des citoyens, la Sénat a commencé un travail, l'ANIP a commencé un travail. Il faut que les modifications qui seront apportées par les citoyens soient prises en compte, hein, parce que le plus souvent, vous savez, on peut lancer les modifications et la connexion peut bugger au point où vous lancez plusieurs fois. Après, certains citoyens vont dire, mais écoutez, c'est pourquoi je me gêne si tant. Et donc il faut que la plateforme soit fonctionnelle, très active, et que la connexion soit fluide pour faciliter la tâche aux citoyens. Maintenant, en dehors de ça, je crois que oui, dès lors que nous avons réglé ce problème, il faut quand même, et je crois que c'est pour ça que les experts sont en train de faire, ils vont faire le lancement officiel, je ne sais pas, ouverture de leur truc aujourd'hui, quelque part à Cotonou, oui, que les morts soient extirpés des rangs des électeurs, et qu'on voit clair, et que les listes qui seront affichées cela soit affiché, que les gens voient clair aussi dans cette affaire. Mais au-delà de tout, que la Sénat aussi joue sa partition. Parce qu'après d'avoir mis, puisqu'après l'ANIP mettra à disposition de la Sénat la liste électorale, et que la liste électorale soit utilisée à bon escient et que cela soit profitable pour tous, pas pour seulement des chapelles politiques. Mais au-delà de tout aussi, renforcer la confiance. Je crois que la dernière fois, j'évoquais la question du report, du retrait des formulaires de parrainage également. Il faut que la Sénat au plus vite reprogramme cette activité-là, mais faire en face en sorte que le chronogramme qu'eux-mêmes se sont établis, que ce chronogramme soit respecté à bonne date, parce qu'il ne sert à rien de faire, de rendre public un chronogramme et de déjà commencer par, en tout cas, trébucher dès les premières heures pour dire, écoutez, il y a telle chose, il faut reporter. C'est ça. Parce que dès lors que tout va se passer dans l'ordre tel que prévu dans le chronogramme, ça va rassurer les citoyens de ce que, oui, nous tendons véritablement vers un processus électoral crédible, non entaché d'irrégularité.
Alors, le 1er août, la fête de l'indépendance continue de faire l'actualité au Bénin. Plusieurs quotidiens en ont parlé ce matin. 65 ans d'indépendance du Bénin, le temps de la conscience, un concept politique inédit qui s'invite dans le débat national. Alors, ma toute première question, sommes-nous vraiment indépendants? Et Roland Tondeikes, le temps de la conscience serait-il un concept qui pourrait conduire réellement au développement? J'ai suivi hier une séquence du chef d'État qui parlait de souveraineté pour dire oui, il faut savoir comment utiliser ces termes et que je crois que c'était face aux jeunes. Et justement, suite à la question de notre compatriote Yankee du parti Les Démocrates, et pour dire oui, on évoque la question et chacun de sa position interprète de sa manière. Selon que vous comprenez, vous en parlez, et selon que vous envisagez une certaine peut-être indépendance de l'Afrique, notamment des pays africains, vous l'évoquez également. Et donc, oui, sommes-nous indépendants, sommes-nous souverains à proprement parler? Je crois qu'il faut poser la question aux dirigeants. Et je crois que les dirigeants, s'ils veulent être honnêtes, vous diront clairement que nous ne sommes pas souverains, nous ne sommes pas indépendants. Parce qu'à bien des égards, nous sommes tenus par un certain nombre de dispositions au plan mondial. Et je crois que le Bénin ne peut pas fonctionner aujourd'hui sans la Banque mondiale ou le FMI, évidemment. Et ces institutions de Bretton Woods, en réalité, sont des institutions téléguidées en griffe par les puissances que nous connaissons très bien, qui se font appeler les maîtres du monde, qui gouvernent le monde à leur manière et qui imposent à certains pays dans le monde leurs dictats. Donc, à proprement parler, certains chefs d'État vous diront, et quand je prends le cas, je donne deux exemples simples, hein, je prends le cas de Ibrahim Traoré du Burkina Faso, il vous dira, nous ne sommes pas indépendants et qu'il travaille à ce que son pays soit souverain. Quand vous venez au Bénin, le chef d'État a sa version et qu'il a donné face aux jeunes, et donc chacun doit pouvoir faire la part des choses. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, aujourd'hui, le défi, c'est comment est-ce que nous réfléchissons pour véritablement être souverain et indépendant. Donc vous pensez comme l'enseignant-chercheur Victor Adandé que c'est vraiment le temps de la conscience pour un réel développement? Oui, c'est le temps de la conscience, véritablement. Parce que oui, évidemment, 60 ans, 65 ans d'indépendance, nous sommes encore là. C'est vrai qu'on a fait des efforts, on a fait des bons considérables, nous dirons les gouvernants actuels. Mais véritablement, est-ce qu'aujourd'hui, fort heureusement, aujourd'hui, le coton du Bénin est transformé au Bénin? Une partie quand même est transformée au Bénin. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le Bénin peut se lever et fixer le prix du coton à proprement parler face à certaines puissances? Et puis, quand nous vendons le coton, l'argent passe par où? L'argent passe par la France, en tout cas. Avec la BCAO, tout ce que nous connaissons, je ne vais pas commencer des coûts d'économie, et notamment comment est-ce que le CFA est coupé, comment est-ce que ça fonctionne. Donc aujourd'hui, tout ce que nous faisons comme affaire, c'est que l'argent doit prendre part à notre pays. Ça ne peut pas venir de l'étranger, non. Et donc ceux-là aussi, ils vont faire leur loi, ils vont prendre leur part et autant de choses. Et c'est pareil pour beaucoup de pays africains. Donc aujourd'hui, c'est comment réfléchir pour sortir de cette situation. Nous étions dans la même situation que les pays comme la Malaisie, la Chine et autres il y a 50 ans. Mais où sont ces pays aujourd'hui? À un moment donné, ces pays ont pris conscience de leur situation et ont voulu se développer et ont posé des actes crédibles, concrets. Mais aujourd'hui, chez nous en Afrique, est-ce que véritablement nous avons pris conscience de l'enjeu et que nous commençons à réfléchir autrement pour véritablement penser développement? Je crois que la question que posait Yankee au chef de l'État, c'était lié au terrorisme, par exemple, pour dire, la France, Macron qui disait que nous n'avons pas les moyens d'acheter un certain nombre d'armements pour contrer les terroristes. Et sachant très bien qu'aujourd'hui, et beaucoup de pays l'ont dit, beaucoup d'intellectuels africains l'ont dit, pour acheter certains armements, aujourd'hui, vous devez attendre l'autorisation de la France ou des États-Unis d'abord. Et sans que ceux-là nous donnent leur autorisation, vous ne pouvez pas vous permettre d'aller acheter. Donc, autant, ça c'est une situation claire qu'il faut comprendre aussi à sa manière. J'estime véritablement que, tel que le dit Oussou Victor Adandé, il évoque la question du temps de la conscience, mais en même temps lié aux élections de 2026. Parce que je crois que Dynamisme Info a fait une publication hier par rapport à ça. Également, je crois que ça doit être à la une de Dynamisme Info aussi ce matin. Donc, le temps de la conscience pour qu'on comprenne que l'enjeu de 2026,
c'est un enjeu de taille et tous les citoyens sont concernés. Le président de la République, les députés, la Cour constitutionnelle, la Haute Cour de justice, les médias, nous avons un rôle à jouer pour prendre conscience de l'enjeu et de comprendre que oui, maintenant, actuellement, le chef de l'État a fait un effort, il l'a reconnu, mais il estime qu'on doit aller plus loin. Et aller plus loin, c'est d'abord de prendre la pause, de prendre conscience. C'est vrai que, si vous vous rappelez, en 2015, Pascal René Koukaki était venu avec le concept de la nouvelle conscience qui n'a pas été accepté par les Béninois pour qu'il soit président. Mais est-ce que le temps de la conscience, les gens comprendront véritablement qu'il nous faut vraiment une prise de conscience aujourd'hui? Marc Goudiano, une prise de conscience dans quel domaine, pour quel développement? Je pense que ce soit des Béninois vivant au Bénin et que ce soit des Béninois de la diaspora, tous autant sont conscients du fait que la nouvelle Afrique, le rêve de tous les Africains aujourd'hui, c'est de pouvoir également mettre à jour leur conscience, de pouvoir revenir à une nouvelle conscience. Je me réjouis que, vous savez que la dernière fois, Claudicia était à la fête du 1er août. Et lorsqu'on lui faisait une interview, il a dit des mots qui rejoignent un peu les propos de cet enseignant qui a décidé d'envoyer cette lettre ouverte au chef de l'État, par exemple, où il dit, je vous cite, il dit « L'évolution, pour certains, ce sont les infrastructures. » Il dit « Pour moi, l'évolution, c'est l'évolution des mentalités, de la conscience qu'il y a aujourd'hui en chaque Béninois et chaque Béninoise. » D'accord. Et donc, ce changement de mentalité, ça passe forcément par une nouvelle conscience. Une nouvelle conscience qui, lorsque vous suivez, lorsque vous analysez un peu tout ce qui est dit par ce Béninois, par exemple, de la diaspora, il a souligné un certain nombre de points qui sont très importants pour moi. C'est que le rôle que doit jouer chaque citoyen dans cette nouvelle conscience-là. Le rôle que doit jouer également tous les acteurs, toutes les institutions qui sont liées, par exemple, à chaque événement comme l'organisation des élections, par exemple, comme la gestion du pouvoir d'État, par exemple. Donc, tout le monde a un rôle principal à jouer dans cette nouvelle conscience. Et ceux qui doivent également imprimer cette marque, ça part également des dirigeants, qui doivent déjà commencer par donner l'exemple, parce que c'est eux qui ont cette possibilité-là d'avoir l'appareil, en tout cas l'appareil de gouvernance en main, de pouvoir imprimer un certain nombre de dynamiques en ce qui concerne cette nouvelle conscience. Vous avez vu à quel niveau aujourd'hui les pays de l'AES sont toutefois quand même appréciés. C'est par rapport à quoi? C'est par rapport à cette nouvelle conscience de pouvoir qui rejoint également cette mentalité des jeunes aujourd'hui qui veulent avoir cette indépendance, d'accord, au vrai sens du mot, et qui ne veulent pas totalement être liés à tout ce qui vient forcément de l'extérieur, du colon qui est perçu totalement comme ce dont on a forcément besoin pour pouvoir évoluer. Et donc cette dynamique a changé au fil du temps où aujourd'hui les pays de l'AES sont loués aujourd'hui, sont pris comme exemple de panafricanisme aujourd'hui. Pourquoi? À cause de ce changement de mentalité de cette jeunesse qui a commencé par croire, malgré qu'il y a eu des coups d'État dans ce pays, on commençait à croire à ces dirigeants-là. Pourquoi? Qu'est-ce que ces dirigeants ont mis en avant? C'est de pouvoir montrer qu'en réalité, notre indépendance, ça doit être mis en valeur par le fait que nous traitons d'égal à égal. Par du concret. Par du concret, et que nous traitons d'égal à égal avec ceux qui nous ont colonisés. Et que nous pouvons à un moment donné dire, telle proposition que vous faites là, ça ne m'arrange pas, je ne veux pas. Je veux d'autres partenaires avec qui je voudrais quand même discuter pour avoir de meilleures résolutions, pour avoir ce qui peut quand même contribuer au bien-être de ma population. Et c'est de cela qui doit encore être question. Lorsque on parle de nouvelle conscience, il faut également qu'on ait des dirigeants de type nouveau. De type nouveau qui incarnent en réalité un certain nombre de valeurs liées, par exemple, au panafricanisme, ou qui doivent quand même comprendre certaines réalités. C'est vrai que, tel que Laurent l'a dit, on ne peut pas s'extraire
de tout ce qui a été déjà mis en place par nos colonisateurs en ce qui concerne l'installation de certaines institutions qui doivent réglementer tout ce qu'on doit faire en matière de transactions, en matière d'achat, en matière, par exemple, je dirais, de transport, de marchandises, de régulation et de géopolitique. Et donc, on ne peut pas s'extraire totalement de ce lot-là. Parce qu'on ne peut pas vivre seul. On a besoin également des autres pour pouvoir quand même construire un meilleur avenir demain. Et donc, il faille quand même que chacun à son niveau puisse réfléchir, que ce soit la bonne dame qui est au marché, que ce soit la femme au foyer, que ce soit nous, professionnels des médias, notre rôle en tant que professionnels des médias, quel est notre rôle en réalité dans cette nouvelle prise de conscience, même en ce qui concerne par exemple les échéances prochaines, quelle sera notre responsabilité? Est-ce qu'on aura, on jouera pleinement notre responsabilité pour que nous ne soyons pas des lanceurs de mensonges, de fake news, de propagandistes, par exemple, qui ne vont pas quand même donner l'information réelle dont a besoin le citoyen et également de pouvoir canaliser les informations pour que, parce que l'information que nous, on prendra, par exemple, avec de retenue, par exemple, lorsque vous le livrez, vous la livrez, par exemple, sur la place publique, c'est-à-dire le citoyen lambda, parfois, de son choumi-choumi, va prendre ça très mal et il va avoir une autre compréhension de l'information que vous donnez. Donc, tel que je le dis, toutes les institutions ont leur rôle à jouer, que ce soit les institutions qui sont en charge de l'organisation des élections, que ce soit la HAC, que ce soit la Sénat, que ce soit la NIB, que ce soit le chef de l'État également, que ce soit les acteurs politiques à divers niveaux, que vous soyez démocrate ou que ce soit de la mouvance présidentielle, chaque acteur a son rôle à jouer dans cette nouvelle conscience qui doit amener les citoyens à penser, à savoir que nous n'avons qu'un seul Bénin en commun. Et que ce seul Bénin, pour pouvoir le préserver, il faut que nous restons dans une dynamique de rassemblement, de construction, pour que les élections qui viennent aujourd'hui soient un symbole d'unité, d'accord, un symbole de réunification qui puisse nous permettre quand même d'aller, de montrer à la face du monde que nous avons grandi, que nous avons de la maturité. Et donc, c'est à travers nos actes, à travers ce changement de mentalité, de conscience, que les gens comprendront effectivement que nous avons évolué et que nous ne sommes plus à l'étape où nous étions avant. Et ça revient à la responsabilité de chaque citoyen béninois, pas seulement du chef de l'État, pas seulement des institutions, mais de nous-mêmes ici. Pensez-vous que le temps de la conscience peut-il devenir un modèle d'inspiration politique au Bénin? Oui. Je me rappelle ça, on peut encore revenir, je me rappelle de cette nouvelle conscience qu'a tant prôné Pascal Irénée Koupaki dans ce pays entre-temps, mais qui n'a pas pu aboutir. Mais il faut toujours garder cet espoir-là, que nous aurons une nouvelle classe de jeunes nouveaux, d'accord, qui vont quand même pouvoir proposer des alternatives liées à cette nouvelle conscience-là, pour pouvoir amener chaque citoyen, amener chaque Béninois, tel que le Béninois de la diaspora qui a écrit cette lettre dont parlent les journaux, par exemple, ce matin, qu'il puisse quand même réveiller les Béninois, les plus jeunes également, et réveiller également les institutions pour que chacun puisse savoir le rôle qu'il doit jouer dans cette ascension vers un Bénin meilleur. Roland Tonné-Ikes. Oui, je crois que j'évoquais la question de 2026 et je crois que quand on lit la lettre ouverte de Oussou Victor Dandé, je crois qu'il dit l'avenir 2026, le baptême démocratique. L'année 2026, je me permets de lire si vous permettez, marquera un premier historique dans notre République. Les élections générales en une seule année pour les communes, l'Assemblée et la présidence. Un moment d'équilibre et de vérité. Il nous faut de la hauteur, de la paix, de l'engagement. Cette échéance doit rassembler et non diviser. Elle doit éclairer et non ébranler. Et j'en prends ici le défi avec vous. Vous savez, 2026, c'est un grand tournant pour le Bénin. Et c'est la première fois que nous organisons des élections générales. C'est la première fois que, en tout cas, tout le monde sera en alerte maximale. Et il va falloir que tous les dirigeants, en tout cas les dirigeants, tous les acteurs,
travaille pour que cette échéance-là se déroule dans de bonnes conditions, que nous ne soyons pas ébranlés, que cela rassemble plutôt que de diviser. Parce que, à proprement parler, si ça divise, ce n'est pas bon. Parce que nous sommes appelés à être ensemble. On parlait hier de l'unité nationale. Et cette élection doit davantage contribuer à renforcer les liens entre frères et sœurs, filles et fils du Bénin. Et c'est de la responsabilité de tout le monde. Ce n'est pas que la responsabilité des gouvernants. Parce que oui, les opposants aussi doivent pouvoir savoir quel mot sortir, quel discours prononcer, quel acte poser, quoi faire. La société civile doit prendre ses responsabilités. Comment interpeller les autres, comment alerter en même temps sur les dérives, comment est-ce qu'il faut contribuer à améliorer les choses. Et les professionnels des médias que nous sommes, comment devons-nous travailler? Et dans sa lettre, il a dit, nous sommes les amplificateurs de la vérité. Et parfois aussi, dans notre travail, nous contribuons à créer des dissensions, véritablement, à proprement parler. Donc pour nous aussi, journalistes et professionnels des médias, nous devons travailler à ce que nous faisons, ce que nous disons, ça consolide les relations, les liens entre filles et fils du Bénin, plutôt que de diviser. Je crois que véritablement, si chacun joue sa partition sans considération aucune de coloration politique, ou je sais quoi, ou de coloration ethnique, je sais quoi, je crois qu'on va sortir de cette échéance électorale en paix. Et le Bénin continuera à donner des leçons de démocratie au monde entier. C'est vrai que notre démocratie a été ébranlée depuis quelques années, mais aujourd'hui, nous avons encore la possibilité d'arranger les choses. Et je crois que si on le fait bien, ce serait à l'actif des gouvernants actuels, ce serait à l'actif des acteurs politiques. Et lorsqu'on parle, par exemple, de 2026, vous savez, tel que l'a dit Laurent, c'est une année de baptême politique. De baptême politique, puisque c'est une première fois qu'on essaie de faire les choses ainsi. Et l'autre chose qu'il faut reconnaître également, lorsque vous voulez, par exemple, adresser des sollicitations à toute la classe politique ou bien à toute la population béninoise, et même au chef de l'État, c'est vrai qu'il ne faut pas se targuer du fait que tout est totalement noir. Ouais. J'ai reconnu dans cette lettre que j'ai pu voir également sur les réseaux, j'ai reconnu également que dans cette lettre, l'auteur, un certain Victor Adandé par exemple, parlait par exemple des acquis, de tout ce que le chef de l'État a pu réaliser. Et donc c'est déjà, il a reconnu dans sa lettre. C'est déjà bien que à l'entame, vous connaissez tout ce qui a été fait et que en partant de là, vous pourrez souligner, par exemple, les quelques informations que vous jugez utiles, tout ce que vous pourrez apporter comme pierre à l'édification de ce pays, que vous soyez à Washington, que vous soyez à Genève ou à Marseille, tout ce que vous pourrez apporter comme pierre à l'édifice du Bénin, nul ne serait de trop. Nul ne serait de trop. Il faut que chaque citoyen, tel que nous le faisons aujourd'hui, nous apportons de façon, à notre façon, faisant également notre boulot, apportons notre pierre à l'édification de ce pays. Il faut également que chaque citoyen, lorsqu'il sent qu'il a quelque chose à apporter, puisse quand même, à travers ces lettres, à travers des recommandations, puisse apporter cela sur la place publique et ne pas rester comme certains qui sont vraiment des pétris en matière de science, mais qui aujourd'hui restent dans un mutisme total, ne veulent pas dénoncer ce qui ne va pas pour pouvoir bousculer les habitudes, apporter également leur expertise, mais ne le font pas. Ils sont dans le silence total alors qu'on a besoin de tous les Béninois en réalité pour pouvoir quand même changer les choses, construire notre pays. Je pense qu'il fait bien de quand même envoyer cette lettre ouverte. C'est un expert en gouvernance et politique publique. Donc déjà, c'est quelqu'un qui sait de ce dont il parle, et qui fait ses preuves au Canada. Je crois qu'au-delà de ça, comme l'a dit Marc, il y a beaucoup de Béninois qui ont des compétences. C'est vrai qu'ils parfois craignent qu'on les prenne mal. Et je crois que c'est ta raison parfois. Sauf qu'aujourd'hui, il ne s'agira pas pour les citoyens, notamment nos compatriotes de la diaspora, de venir dénoncer ou critiquer. Ce qu'on leur demande simplement, c'est aussi de faire des propositions. Et là, maintenant, quand vous lisez sa lettre ouverte, à aucun moment vous n'allez le voir critiquer ou dénoncer pour dénoncer. C'est-à-dire qu'il apprécie, il fait des propositions, il interpelle tout le monde, députés, cours constitutionnels, citoyens libres, les femmes, les jeunes, les médias, pour dire chacun doit jouer sa partition sans pouvoir jeter la pierre à qui que ce soit. Je crois que si nous tous, nous travaillons à cela et que les gouvernants aussi écoutent ce qu'on leur demande de faire, je crois que ça, on va s'en sortir
dans la paix. Et véritablement que d'autres compatriotes de la diaspora aussi jouent leur partition. Le temps de la conscience, certainement, ça va être un concept à long terme, on verra bien, puisque la nouvelle conscience, même si la nouvelle conscience a trébuché et on n'en parle plus du tout parce que ceux qui l'ont porté sont avec la rupture, et même le porte-parole du gouvernement qui était l'un des porte-flambeaux de cette nouvelle conscience n'en parle plus jamais. Je crois qu'aujourd'hui, peut-être avec Victor Dandi, on aura le temps de voir si c'est le temps de la conscience et véritablement si les Béninois sont prêts pour ce temps de la conscience. Un sujet auquel je tiens. Dernier mois de la gouvernance talent, la lutte contre l'impunité n'est pas rangée. Attention. Oui, écoutez, le chef d'État veut partir. Et tous ceux qui vont tomber dedans vont payer cash. Pourquoi? Parce qu'il va chercher à laver son honneur. Il va chercher à laver son honneur. Si vous pensez que c'est la fin et que, bon, il est beaucoup plus concentré à rencontrer les gens pour, dans une sorte de populisme à proprement parler, ne pensez pas qu'il dort. Parce que dès lors qu'il y a un scandale et que ça va entacher sa crédibilité ou sa dignité, il n'hésiterait pas à frapper fort pour montrer qu'il n'est pas dans ce coup-là, dans ce jeu-là. Donc ceux qui vont profiter, parce que des fins de mandat parfois, pour pouvoir faire un peu d'économie, parce qu'ils ne sont pas certains de ce qui va se passer après, donc à savoir que, attention, le monsieur ne dort pas. Et quiconque tombera dedans, payera cher. Il ne va pas ranger l'impunité. En tout cas, moi je pense véritablement que là, c'est plus que jamais le moment pour lui de frapper fort et de montrer davantage que hier vous parliez de rigueur économique. Donc oui, c'est plus que jamais le moment de prouver cette rigueur économique, la rigueur dans la gestion, la bonne gouvernance. Et il revient aux cadres qui le soutiennent de faire très attention parce qu'il risque de se retrouver en prison. Et si par arme égale, ce n'est pas le dauphin de Patrice Talon qui prend le pouvoir et que c'est un opposant qui arrive à prendre le pouvoir, il risque de moisir là-bas. Marc Goudianou, pour finir. Oui, il faut dire que la lutte contre l'impunité, ça doit rester de mise. On a vu déjà, même lorsque vous finissez, vous êtes en fin de mandat, il ne faudrait pas que les cadres à divers niveaux, au niveau des ministères, au niveau des directions, puissent penser que du moment où on est dans le dernier virage, par exemple, je peux en profiter pour pouvoir quand même faire des malversations, tout ce qu'il y a. Il revient également à chaque acteur qui sont habilités à pouvoir avoir un œil. Je veux parler par exemple comment on appelle, de la BEF, de la Brigade économique et financière par exemple, de pouvoir jouer son rôle, de la CNIN également, qui doit également jouer également son rôle. Il y a également le Haut Commissariat de la prévention de la corruption qui doit également jouer son rôle, qu'ils soient des signaux d'alerte et qu'ils soient tout le temps en veille citoyenne pour pouvoir quand même déceler, voir tous ceux-là qui vont quand même vouloir profiter de ce dernier virage-là pour pouvoir. Mais l'autre chose également, c'est qu'il faut demander aux dirigeants également de ne pas jouer à ce jeu où en fin de mandat, on organise des concours à un point fini, on organise des recrutements qu'on n'annonce même pas, juste parce que l'on veut vouloir quand même faire glisser, positionner les leurs dans le système et tout le reste. Aujourd'hui, par exemple, lorsque vous organisez les concours, il faut que vous respectez tout ce qui est en matière de concours d'État, par exemple, pour permettre à tous les citoyens béninois d'avoir la même chance, d'avoir cette même chance-là. Mais bon, espérons que ça ne soit pas le cas, parce qu'on l'a vu sous Boni Yahi, où, dès l'arrivée de Patrice Talon, des concours ont été annulés. Des concours ont été annulés. Il ne faudrait pas qu'on assiste également à ce même scénario. Lorsqu'on sait peut-être, ou lorsqu'on ne sait pas, peut-être qu'il y aurait l'après nous, c'est nous, s'il y aurait une continuité. Et donc, que chaque dirigeant, que chaque acteur prenne garde et puisse jouer son rôle convenablement. Je crois que oui, sur la question, il faut véritablement alerter le gouvernement actuel pour dire, écoutez, les mêmes erreurs que vous avez dénoncées par rapport au régime précédent, ceux qui vous ont précédé, ne faites pas les mêmes erreurs, parce que on a suivi au début de leur mandat, les gens disent que comment à la fin de leur mandat, on peut signer des contrats, en tout cas pour plus de 1000 voix, 1000 milliards de voix, pour les voix, pardon. Mais on voit que le Bénin a chantier aujourd'hui, c'est pas mauvais en soi, mais il faut que les choses fassent dans les règles de l'art, pour que demain,
les gens n'en arrivent pas à remettre en cause une certaine chose, on ne va pas continuer à faire des trucs comme ça. Que cela se fasse bien, que les concours qui doivent être organisés, il faut que dès, je crois, on est en août maintenant, dès septembre ou octobre, qu'on arrête avec les histoires de concours d'abord, et après, le prochain gouvernement viendra faire. Je ne sais pas ce qui presse si temps pour qu'on organise encore des concours. On va organiser des concours peut-être en novembre, en décembre ou en janvier. Voilà qui est dit.